Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui va reprendre un peu ce que j'ai fait sur les études du Tour des Géants, du Tour de Rett et du Grand Trail Courmayeur. Cette fois-ci, je vais faire une étude du Tour des Glaciers. On va essayer d'analyser le parcours ensemble, surtout pour ceux qui n'auront pas l'occasion de faire des recos. Euh, Cette vidéo est forcément complémentaire de tous les témoignages que vous pouvez avoir sur la chaîne YouTube quelque part sur, où il y a vraiment plein d'infos, peut-être plus sur voilà, comment dire, la façon de voir l'épreuve selon les participants. Là, on va être vraiment un peu plus dans le factuel et vraiment faire une étude kilomètre par kilomètre du parcours. Voilà, avant de commencer donc cette étude, je vais quand même faire un petit distinguo. Je vais essayer de vous montrer un peu les différences entre le tort des géants et le tort des glaciers. La spécificité du tort des glaciers, c'est qu'il faut de toute façon avoir participé au tort des géants et de l'avoir bouclé sous les 130 heures. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Alors déjà, la première analyse, j'avais fait des stats un peu, alors ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais quand même constaté que les gens qui terminent, on va dire, entre 125 et 130 heures, le Tour des Géants, il y en a très peu qui arrivent à rallier l'arrivée sur le Tour des Glaciers quand même. Je suis pas en train de dire que c'est pas possible, hein, bien sûr, mais c'est forcément sportivement, c'est plutôt des gens qui sont en dessous de 125. Il y a toujours des exceptions. Déjà, tout simplement, est-ce que j'ai bien réussi mon tour des géants ou pas? Si j'ai optimisé à fond mon tour et je suis en 129 heures, clairement, ça va être compliqué. Si j'ai fait plein d'erreurs, ça s'est pas bien passé et je finis en 129 heures, c'est pas du tout la même. Donc, j'ai plutôt parlé de potentiel. Pour moi, il faut avoir plutôt un potentiel entre 120 et 125 heures pour finir le tour des glaciers. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ne pas penser que parce qu'on finit sous les 130 heures, le tour des glaciers, c'est bon. On voit quand même que les barrières horaires peuvent être assez sélectes. Donc, les différentes différences, outre le niveau sportif qui est effectivement globalement un peu plus compliqué sur le Tour des Glaciers, euh, c'est déjà la durée. Je ne vais même pas parler de kilomètres, mais je vais parler de durée. Sur un chrono Tour des Géants, pouvait à la louche partir sur un chrono fois 1,5. C'est à peu près ça pour voilà, une majorité de coureurs. Donc, c'est pas négligeable, hein, parce que quand on finit le Tour, ça veut dire voilà, globalement, on repart pour quasiment la moitié du temps du Tour, hein. Donc c'est quand même conséquent. Voilà, c'est pas simplement 120 bornes de plus parce que forcément la fatigue faisant, c'est beaucoup plus en fait que 120 bornes en ressenti de plus. Donc ça, c'est déjà la première chose. La plus grosse différence pour moi, c'est vraiment l'autonomie. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est gestion des affaires, la gestion de la solitude. Vous avez, alors, par rapport au Tour des Géants, vous mangez euh, mieux au Tour des Glaciers, surtout au fur et à mesure de l'épreuve, euh, mais vous mangez de manière beaucoup plus espacée qu'au Tour des Géants. Donc, selon les niveaux, toujours un peu compliqué de dire, mais voilà, des ravitaillements, c'est à minima. Si je dois sortir une moyenne, ce serait autour de 10 heures. Toutes les 10 heures, vous avez voilà, un ravito, et des fois, c'est même plus que 10 heures. Ça peut être plus. Donc, c'est vrai que ça change quand même bien la donne, je trouve. Donc, ça demande beaucoup plus d'autonomie. Vous voyez beaucoup moins de monde. Vous croisez beaucoup moins de monde. Donc, c'est un peu plus intimiste. Alors, certains aiment, d'autres pas, hein. Après, il n'y a pas de bien et moins bien. Quelqu'un qui aime bien la solitude adorera le Tour des Glaciers. Quelqu'un qui veut de la ferveur, des spectateurs et tout ça, ce sera plutôt un Tour des Géants. Euh, voilà, c'est pas du tout le même type d'épreuve. Je trouve que c'est vraiment voilà, dans le même esprit que la durée. C'est pas simplement 120 bornes de plus, c'est aussi un esprit qui change autour de la course. Donc, par contre, vu que vous n'êtes pas beaucoup de coureurs, l'accueil, je trouve, dans chaque refuge est beaucoup plus personnalisé. Euh,
je pense que ça peut se rapprocher plus d'une PTL et le Tor, entre guillemets, plus d'un UTMB, je veux dire, dans l'accueil. Euh, donc voilà, ça c'est aussi encore une différence. La solitude, selon votre positionnement dans le peloton, j'ai déjà vu, soit en participant, soit en étant spectateur, pouvoir avoir du bol et être une vingtaine, j'ai envie de dire, en 4-5 heures. Et puis des fois, il y a des personnes qui sont dans un entre-deux et qui seront tout seuls très longtemps. Moi-même, sur la première édition du Tour des Glaciers que j'ai faite en 2021, j'étais 110 heures tout seul sur 160. Donc c'était vraiment conséquent. J'adore la solitude, hein, mais c'est vrai que c'était conséquent. La deuxième année où j'ai mis 140 heures et quelques, là j'étais à l'inverse, quasiment 90 heures avec du monde. Donc en deux éditions, pas du tout les mêmes caractéristiques. Euh, donc voilà, ça vous demande, il y a très peu de base vie, donc par rapport à un tort des géants où finalement vous prenez les mauvais vêtements d'une base vie à l'autre, c'est pas catastrophique sur un tort des glaciers. Euh, Vous avez que trois bases vie qui sont en plus très rapprochées et très éloignées du départ et de l'arrivée. Du coup, moi je conseille souvent d'être autonome, de pas attendre, de ne pas avoir ce complément dans les bases vie, mais bien de fonctionner comme si vous n'aviez pas de base vie. Et les bases vie, c'est du bonus. Mais en aucun cas, avoir des affaires, si ce n'est des affaires en double, hein, mais il faut être quand même assez autonome très longtemps. Notamment au début, hein, où la première base vie est à Cogne après plus de 150 km. Donc, avec tout le dénivelé, la technicité, c'est beaucoup plus qu'une journée, hein. Donc c'est aussi très important. Insister aussi donc, sur cette autonomie, pardon, par rapport aux affaires. Là aussi, une vraie différence, c'est que vous allez beaucoup plus souvent en altitude. C'est-à-dire qu'au Tour des Géants, vous allez très peu de fois au-dessus de 3000, entre l'Or, le Zon et quasiment 3000 avec Malatra. Mais au Tour des Glaciers, c'est quasiment à chaque col où vous tutoyez les 3000. Euh, donc en termes d'affaires, c'est une grosse différence parce qu'en plus, forcément, vous partez au départ pour 2 jours pour avoir des différences de température. J'ai déjà vu avec surprise des gens qui n'avaient pas de pantalon imperméable, notamment l'année dernière avec des conditions météo de fou, à vouloir justement, je sais pas trop, parce qu'en montagne, du coup, le pantalon imperméable paraît quand même essentiel. Jamais prédire les conditions qui peuvent changer entre un col à 3000 et la plaine, il peut y avoir beaucoup de différences. Donc voilà, donc il faut être light dans son sac, mais il faut avoir vraiment le minimum. On se rapproche plus d'affaires, de marge d'approche d'alpinisme que d'ultra trail. Donc là, je pense qu'il faut faire une vraie attention, il ne faut pas avoir de gants imperméables tout light, faut une veste chaude, ça paraît vraiment important. J'insiste, hein, notamment l'année dernière, malgré les conditions, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient un peu light sur les affaires. Et voilà, c'est pas. Ouais, je reprendrai un peu quand même cette phrase de Nahuel Passeras sur la Pika Pika, où il disait c'est pas un ultra trail, c'est un ultra de montagne. Et ben, je pense que le Tour des Glaciers rentre un peu dans cette caractéristique. Donc, soyez très vigilants sur la qualité de vos affaires. En termes de sommeil, du coup aussi, il y a de grosses différences, je trouve, hein, parce que ce temps fois 1,5 rend le sommeil, l'importance du sommeil, de manière exponentielle, il est encore plus important. Donc, ça demande aussi de bien gérer ça. L'avantage, par contre, c'est que vu que vous êtes beaucoup moins nombreux, si vous évitez les bases vies pour dormir, c'est souvent moins bruyant, il y a moins de monde. Donc voilà, c'est souvent plus. Moi, je suis plus arrivé à bien m'endormir sur un tour des glaciers que sur un tour des géants. Une des grosses différences qui, au final, n'est pas non plus une difficulté extrême, c'est le balisage. Donc, le tour des glaciers, il n'y a pas de balisage. À part sur les parties communes, il y a quelques parties communes avec le tour des géants. Mais ça reste, comment dire, de l'orientation très facile. Vous êtes sur des sentiers, voilà, il y a très peu de hors-trace, donc ça reste pas compliqué. Ce qui peut compliquer la donne sur l'orientation, c'est bien la météo, qui peut rendre des fois peut-être un peu délicat, notamment le brouillard.
l'orientation. Mais c'est pas du tout d'une difficulté de PTL, par exemple. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le balisage. La difficulté de l'orientation, effectivement quand même, c'est si vous êtes seul. Donc c'est vrai que vous avez jamais, si vous êtes seul, bah, il faut prendre des décisions tout seul. Faut pas, voilà, on n'a pas d'appui autour de nous. Globalement, euh, le, le tort des géants, c'est quand même assez roulant. Quand je dis roulant, attention à ce que je vais dire, je parle de nature du terrain. Euh, il y a des parties, attention, il y a des parties techniques, mais sur les 330 kilomètres, enfin voire 350, en réalité, il y a, voilà, je dirais, sur un Tour des Géants, il y a peut-être 40 bornes de technique, 40-50 kilomètres de technique. Sur un Tour des Glaciers, c'est beaucoup plus technique qu'un Tour des Géants, mais en termes de proportion, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que il y a vraiment des parties beaucoup plus engagées qu'au Tour des Géants, il y a vraiment une nette différence, hein. On verra là sur l'étude du parcours, voilà, faut peut-être éviter d'avoir le vertige quand même. Euh, faut avoir le pied montagnard quand même, hein. Je pense le tort des gens, je pense vraiment que ça se fait sans avoir un background de montagnard. Vraiment. Vous venez de l'UTMB, les terrains du Tour des Géants sont plus techniques qu'un UTMB, mais ça passe. Tour des Glaciers, je trouve que là, on passe quand même un gros step en plus. Mais j'insiste, ce n'est pas l'ensemble de l'épreuve. Il y a aussi sur le Tour des Glaciers des parties très roulantes qui font du bien, parce que souvent ça permet de se reposer. Donc voilà, finalement le Tour des Glaciers me fait penser un peu à la caractéristique de la Diagonale des Fous, où il y a Diagonale des Fous, les gens retiennent beaucoup le technique, mais il y a énormément de roulants sur une Diagonale des Fous. Bah, finalement, le Tour des Glaciers, c'est un peu pareil. Il y a voilà, du très dur, mais du très facile aussi. Donc il ne faut pas forcément s'inquiéter. En termes de sécu, il y a des via ferrata, mais en général, quand il y a des via ferrata, ça le rend forcément un peu plus facile. Euh, les endroits vraiment techniques, c'est justement quand il n'y a pas de mise en place de sécurité. Donc voilà les différences notables. Une autre différence, c'est le poids du sac, qui est forcément plus élevé sur un tort des glaciers. Mais je mets en alerte, je vois souvent, pour moi, des sacs beaucoup trop gros, hein. Il faut quand même avoir un juste milieu et quand même se dire que tout ce que je charge, bah, je le porte. Donc voilà, c'est avoir un juste milieu entre ce qu'il vous faut réellement, tout ce qui est bouffe aussi, mais sans aller dans l'excès de trop de choses. Il y a une phrase qui dit on met toutes nos peurs dans notre sac. Donc il faut éviter d'avoir trop peur aussi, et il faut quand même avoir un petit peu peur, quoi. Donc voilà les différences fondamentales. On va donc attaquer cette analyse en prenant le roadbook. Tout simplement le roadbook que l'organisation vous envoie. Elle est disponible sur le site du Tor des Géants, sur la partie téléchargement, download. Et vous avez donc le roadbook qui, de toute façon, ne change pas sur les années, à part quelques différences de parcours. Donc là, j'ai pris forcément celui de 2024. Alors, 2024, c'est aussi un parcours qui a un peu évolué, mais ça reste toujours des minorités. Ouais, je pense que depuis le début du Tour des Glaciers, il a dû y avoir peut-être 10 kilomètres qui ont changé, pas plus. Donc ça reste quand même voilà, très peu. Donc on va donc sur euh, ce roadbook. On va commencer donc à Courmayeur. Donc le départ. Le départ, c'est le vendredi soir à 20 h. Donc il fait très rapidement nuit. Donc on part, je mets donc bien avec ma flèche, hein, comme ça vous voyez bien en même temps que moi. Donc on fait une montée vers Refuge Maison Vieille. Voilà, rien de spécial. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu, c'est juste à côté de la trace de la TDS. Voilà, dans le même sens. Et là, pareil, après, on entame donc l'UTMB à l'envers, arrête Montfabre. On arrive jusqu'au refuge Elisabetta. Donc là, vous avez déjà un bout. Refuge Elisabetta, c'est un ravitaillement très sommaire, hein. Alors moi, je l'ai fait en 2023, du coup, la dernière fois, mais il n'y a franchement pas grand-chose, pas trop compter là-dessus, si ce n'est remplir tout ce qui est flotte. Mais voilà, c'est très sommaire. Il fait
En général, très froid, il y a du vent, c'est ouvert au vent. Donc voilà, faut peut-être pas trop rester dedans euh, pour éviter les différences de température. Et la nouveauté donc de l'année dernière, au lieu de monter directement à col Chavannes, vous montez donc jusqu'au col de Seine, qui est quand même un col assez facile, et vous revenez ensuite jusqu'au col Chavannes. Donc là, du coup, voilà, c'est une petite rallonge, mais c'est moins raide. Donc c'est quand même une montée assez facile. Euh, et la descente, bah, c'est un chemin carrossable hein, voilà, qui est très long du coup. Très long, où vous pouvez courir hein, tout du long. Après, pour se préserver, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer de temps en temps un temps de marche? C'est peut-être une question qu'on peut se poser, effectivement, pour pas casser trop de fibres d'entrée de jeu. Et vous arrivez donc à la tuile, qui est pour moi, comme à l'UTMB, vous avez le début de la course, on dit souvent, le début de la montagne, il commence à Notre-Dame-de-la-Gorge. Bah, finalement, sur un Tour des Glaciers, pour moi, la montagne va commencer après la tuile. Donc ça, c'est presque votre échauffement, hein, où il faut partir très, très cool. Hein, comme d'hab, beaucoup partent trop vite. Mais voilà, c'est jusqu'à la tuile, il faut vraiment se dire, c'est votre échauffement. Ensuite, bah, c'est une montée que vous connaissez, vu que vous avez fait le Tour des Géants, jusqu'au refuge des Fèzes. Donc, vous faites de nuit, par contre. Euh, donc c'est une montée voilà, qui est intrinsèquement assez difficile, mais sauf que du coup, vu que c'est en début de course, vous le gérez de manière très tranquille. Vous arrivez pour la plupart de nuit encore au refuge des Fayes, donc qui est ici. Donc c'est un ravitaillement ouais, qui a pas bonne réputation. C'est vraiment pas terrible. Alors quand vous arrivez, je pense dans les 20-30 premiers, bah, bon, il n'y a pas trop de soucis de queue, mais au bout d'un moment, il y a trop de monde dans ce refuge, le temps de se faire servir. Voilà, j'ai déjà entendu plein d'histoires que, enfin voilà, tu as ton petit plat de pâtes, mais tu veux autre chose, faut payer. Bon, c'est un peu particulier comme accueil. Je vous rassure, hein, c'est pas du tout le cas de tous les refuges, mais voilà, en tout cas, ce refuge, ouais, c'est vraiment pas terrible depuis qu'ils ont changé de gardien de refuge. Enfin, que l'esprit a un peu changé là-bas, c'est dommage, parce que c'est un endroit magique. Mais voilà, une fois que vous avez passé le refuge des Fayès, vous allez donc quitter la trace du Tour des Géants. Et donc, vous allez aller direction le Passo di Planaval. Donc, en fait, quand vous êtes au refuge des Fies, au lieu d'aller tout droit au Passo Alto, ce que vous faisiez d'habitude, bah, vous tournez à droite et vous allez donc longer le glacier du Rutor. C'est magnifique, splendide. C'est un peu technique, il y a un peu voilà, quelques marches d'escalier, quelques cordes, mais rien de dangereux, mais c'est splendide. Là, la plupart commencent à avoir, je pense qu'au cœur du peloton, ça peut être le lever du jour, en tout cas autour du Passo di Planaval. Et donc voilà. Donc vous arrivez au Passo di Planaval. Alors pour moi, c'est vraiment un des gros chantiers du Tour des Glaciers. Alors selon les éditions, euh, en 2024, je pense, même si c'était dangereux, que ça glissait, je pense que c'était beaucoup plus facile entre guillemets, parce qu'il y avait de la neige qui recouvrait. Donc tout au plus, il fallait avoir des bons crampons. C'est sûr que les mini crampons là-dedans, c'était peut-être pas top. Mais les gens qui avaient des gros crampons, je pense que vraiment c'était un moyen d'avoir moins de difficultés. La neige, moi-même en reco, j'ai déjà fait avec la neige, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que lorsqu'il n'y a pas de neige. Donc ça dépend des années. Donc il faut savoir que s'il n'y a pas de neige, c'est un chantier. Vraiment, c'est un chantier. Il y a de la caillasse, mais de la caillasse qui ne tient pas. C'est dur de s'orienter aussi parce que si vous le faites de nuit, en tout cas, on a du mal à voir. Voilà, c'est pas très lisible. Si vous le faites de jour, c'est déjà plus facile. Donc voilà, si vous le faites avec de la neige, bah, il faut juste par contre être très prudent, surtout sur le début de la pente qui peut être un peu raide, mais sinon, voilà, pas de difficulté majeure avec de la neige. Donc ça, c'est selon les éditions. Voilà, il faut presque prier pour qu'il y ait de la neige, mais voilà, sachez que en tout cas, s'il n'y a pas de neige, c'est déjà un très gros chantier. Il doit y avoir 1 kilomètre de technique, mais vous pouvez mettre plus d'une heure et demie pour le faire, quoi, selon votre résidence. Donc voilà, donc c'est un vrai chantier. Et là, vous allez ensuite, après ce passo di Planaval, retrouver le chemin du Thor qui descendait du col de la Crosati. Donc quand vous faites le Thor des Géants, vous avez donc un lac. Alors j'avoue, là, j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus le nom. Mais en fait, du Thor des Glaciers, vous venez de la droite. Donc voilà. Donc là, après, vous récupérez le parcours du Thor jusqu'à Planaval.
Donc là, c'est assez facile. Faut avoir en tête que vous n'avez eu que deux ravitaillements jusqu'à plat naval. Deux ravitaillements qui sont vraiment pas terribles. Savoir que vous n'avez pas le droit de l'assistance à plat naval, même si ça se fait apparemment. Bon, quoique l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de commissaires sportifs et je trouve ça bien parce qu'il y a souvent beaucoup de ravitaillements sauvages. Donc du coup, à plat naval, si vous arrivez, je pense, dans les 30 premiers, bah, c'est pas de bol parce que le restaurant ne sera pas ouvert. Donc là, ça vous fera une longue portion sans ravitaillement. Ceux qui viennent après, il faut savoir qu'il y a un petit resto. Donc vous pouvez très bien vous commander un café ou un croissant. C'est tout à fait imaginable. Euh, donc ensuite, s'ensuit une très longue montée jusqu'au Refugio degli Angeli. C'est une montée qui est assez difficile parce qu'elle est très longue. Euh, Vu qu'on avait des ravitaillements pas terribles avant, même si on a préparé tout ce qu'il fallait, il y a quand même beaucoup de défaillances là-dedans, hein. C'est souvent ce qu'on entend. Oh, la montée jusqu'au Refugio degli Angeli, elle était longue, longue, longue. Donc le début n'est pas du tout technique, c'est un carrossable. Par contre, voilà, après, c'est un peu dans de la caillasse, mais c'est une montée splendide. Vous arrivez au Refugio degli Angeli. Donc là, c'est un peu mieux qu'à des Fayès. Mais voilà, c'est un plat de pâtes, une boisson. Et si vous voulez plus, il faut effectivement payer. Alors, donc pour moi, ils devraient communiquer là-dessus. Il faut savoir quand même que c'est un refuge qui est à esprit caritatif, c'est-à-dire qu'ils essaient de dégager un maximum de bénéfices pour financer la construction d'écoles dans des pays d'Amérique latine. Donc, je pense qu'ils devraient le communiquer. Par exemple, moi, j'avais déjà passé une nuit là-bas. J'ai appris que les bénévoles qui s'occupaient du repas, de tout, payaient eux-mêmes leur nuit. Donc voilà. Donc, je pense que quand on sait que c'est caritatif, ça pose déjà moins de soucis. Donc, parce que beaucoup de gens ont déjà râlé là-bas, mais voilà. Je pense qu'il ferait bien de l'expliquer. Et je pense que les coureurs n'auraient pas de mal à lâcher 5 euros pour une association caritative. Euh, donc, n'empêche que c'est un stop qui fait vraiment du bien. Je pense que si vous avez autant, je pense qu'à DFS, il faut y aller, il faut pas rester trop longtemps là-dedans. Autant au Refugio degli Angeli, je pense que voilà, prendre un peu son temps, recharger les batteries, ça peut être important parce que vous n'êtes pas tout de suite au ravitaillement suivant. Donc, vous sortez du refuge des Gliangeli, descente un peu technique au début, vous avez des petites remontées ici, puis après, c'est un chemin au balcon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, passez à côté du lac et vous redescendez. Et là, ouais, c'est plutôt un sentier plutôt facile, très long quand même. Finissez même sur le macadam ici et vous arrivez donc vers la montée du refuge Bézi. Euh, donc là aussi, il y a un petit bar. Faut le savoir, il y a un petit bar. Il y a souvent des spectateurs qui viennent. Mais voilà, pour éviter les abus aussi que j'ai déjà vu en 2021, il y a des commissaires sportifs, donc ça évite les camping-cars de venir. Voilà, le coureur qui rentre dedans. Voilà. Donc c'est plutôt bien, ils ont mis des commissaires sportifs. Voilà, pour vous dire, moi j'ai mon cousin qui m'a fait la surprise de venir voir. Il a juste couru 5 mètres à côté de moi et il s'est fait un peu gronder. Donc, mais c'est bien, je trouve que c'est bien dans le sens où voilà, il y avait trop d'abus ici. Donc ensuite, c'est un chemin carrossable très facile, vraiment très facile. Franchement, jusqu'au refuge Bézi, c'est une montée super facile, je trouve, qui permet vraiment euh, de faire comment dire, une petite récup active, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une montée qu'il faut faire sans s'exciter. Vous arrivez au refuge Bédi, bah là, c'est toujours pareil, vous commencez à mieux manger. Alors tout dépend aussi de l'heure où vous arrivez, hein. Donc j'ai déjà entendu effectivement que ça peut être très limité quand vous arrivez en pleine nuit, bah, parce que le refuge est fermé, il est juste ouvert pour vous. Alors que quand vous arrivez jusqu'à 20h, 21h, là, vous pouvez même commander d'autres choses. Voilà, voilà. Mais vous avez, donc moi à l'époque j'avais des lasagnes, voilà, ça passait très bien. Et le refuge Bézi, là, ensuite on part, début de la montée assez facile. Et puis après, voilà, je reviens là. C'est une montée, voilà, qui est quand même un peu plus compliquée, qui est très long. On commence à aller en altitude, c'est le col du Bassakdré, donc qui est au-dessus de 3100. Donc c'est une montée, ouais, que je trouve assez difficile, longue, euh,
peu technique par endroit. Et quand vous arrivez en haut, bah, le début est très technique, assez raide. Enfin, quand je dis technique, c'est des petites pierres là qui roulent. Vous n'avez pas trop d'appui. Alors là, pareil, s'il y a de la neige, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est aussi un endroit, s'il y a un peu de neige, c'est même mieux. Et après, la descente devient de plus en plus facile. Vous avez même un replat à un moment donné qui permet de recharger les batteries. Et finalement, vous arrivez très très vite au refuge Bénévolo, où là, pareil, vous avez un bon repas qui vous attend. Un super accueil. Savoir si vous avez la chance d'y arriver avant la nuit, hein, c'est magnifique. C'est vraiment un endroit splendide. Refuge Bénévolo, donc pour dormir, c'est des petits dortoirs. Il faut quand même le savoir, c'est des tout petits dortoirs. Mais voilà, avant Bénévolo, je suis pas sûr qu'il faut forcément dormir, peut-être Bézi un peu, mais voilà. Donc vous sortez de Bénévolo et là, il y a, je trouve, hein, une montée qui est très difficile, qui est au début facile, mais sur la partie finale, le col Rossé, que je trouve très raide, vraiment très raide. J'ai déjà fait 2 fois en course, 2 fois en reco. Ouais, je le trouve toujours aussi dur. Là, pareil, si vous avez la chance de le faire, soit fin de journée, soit lever du jour, c'est tout simplement splendide. C'est un col incroyable. Et ensuite, par contre, vous avez une descente un peu technique de nouveau au début, mais très vite, que je trouve facile jusqu'au refuge Savoya. Refuge Savoya, peut-être un bon endroit pour dormir. Vous mangez bien aussi. C'est voilà, c'est un bon souvenir. Autant en reco, c'était pas toujours un bon souvenir, mais quand il y a l'orga du temps des glaciers, je trouve ça plutôt pas mal. C'est peut-être un bon stop à se faire ici. Et donc après, vous avez un long plat. Tout ça, c'est plat. Ou à peine en faux plat descendre. Voilà, c'est très long, hein, par contre. Très, très long. Et tout d'un coup, ça tombe à pic vers Val-Savaranche. J'arrive là. Tac. On arrive là à Val-Savaranche, le pont. Hein, c'est souvent le parking qui est connu pour les gens qui vont faire l'ascension du Grand Paradis. Euh, donc voilà, donc là, tout ça, c'est assez raide, même pas mal technique. Et donc ensuite, vous remontez, vous avez un peu de plat et vous remontez vers le refuge Vittorio Emanuele II, qui est un refuge mythique, hein, des ascensions du Grand Paradis. Et là, c'est une montée pareille, très régulière. Vraiment, alors j'enlève le côté fatigue qui fait qu'elle peut être très difficile, mais de manière intrinsèque, vous le faites à la journée, c'est une montée très facile. Euh, Par contre, là où on peut se faire avoir, c'est entre Vittorio Emanuele II et Chabot. C'est vrai qu'on se dit, mais c'est juste à côté. Sauf que c'est très long, en fait. Ça monte, ça descend, c'est technique. Il est des fois difficile de courir. Donc, c'est pas là, comme ça, on aurait tendance à penser qu'on y est vite. Bah, pas tellement que ça, en fait, hein. Je trouve que c'est assez difficile. On arrive à Chabot, c'est un super refuge. Je pense qu'un bon stop est nécessaire avant de faire le col technique du Tour des Glaciers, qui est donc le Grand Néron. Donc Chabot, je pensais intéressant de faire une petite pause. Le début de la montée euh, est assez facile. Par contre, sur la fin, ça devient un peu compliqué. Ça devient raide, mais c'est surtout la redescente qui est compliquée du Néron. Alors là, il faut pas avoir de vertige. Alors attention, moi j'estime que c'est une via ferrata facile, mais il faut pas avoir le vertige. Et c'est vrai que cette année, ils ont eu la neige, donc c'était certainement pas facile. Ça devait rajouter de l'appréhension. Mais en tout cas, la descente, le début de la descente est très sécurisé et je le trouve presque plus difficile sur la fin où il y a beaucoup d'éboulements. Moi je l'avais fait de nuit, on entend les éboulements au loin. Il y a un petit côté, je trouve, anxiogène là-dedans. Mais voilà, c'est plus que de la grosse difficulté. Je trouve que vous allez mettre beaucoup de temps à le faire. Euh, voilà, pour pas exagérer le trait, moi je l'ai fait avec mon ado qui avait 15 ans à l'époque, elle a adoré, hein, donc voilà, c'est pas des choses d'alpiniste, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, vous prenez votre temps, vous sécurisez vos pas et ça peut être très long et c'est des choses qu'il faut compter dans vos ravitaillements parce que entre Chabot et Sella, c'est énormément de temps. Et chose que j'ai oublié de préciser au début, dans les refuges, vous n'avez pas de quoi emmener avec vous. C'est-à-dire que vous avez un repas, mais vous n'avez pas des barres de céréales, des choses à emmener. Donc ça, c'est une difficulté.
voilà, qui des fois peut faire que vous pouvez taper des hypoglycémies, même si pour le coup, bah, je vous conseille de bien manger quand vous êtes au refuge, de vraiment peut-être presque être en suralimentation quand vous êtes au refuge. Mais voilà, donc là, il faut savoir que c'est très long. Et vous arrivez donc ensuite sur une partie bah, que vous connaissez, hein. Donc là, on était Chabot, on descend le Néron et on rejoint en fait le parcours du Thor. Et donc là, vous avez déjà les fanions. Donc vous verrez que autant je trouve pas l'orientation, elle n'est pas dure autant des glacés, autant voir des fanions, c'est quand même toujours. Voilà, c'est moins de taf pour la tête. Vous n'êtes pas obligé de regarder votre montre, vous avez juste à suivre. Donc le Lauson qui paraît presque facile après la descente du Néron. Je dis facile en termes de difficulté technique, hein. Après, là, l'enchaînement des kilomètres fait quand même que Lauson restera toujours difficile. Ensuite, voilà, descente que vous connaissez, vu que vous avez fait le tour des Géants, vous arrivez au refuge, c'est là. Et donc là, c'est une grande nouveauté. Donc je pense que c'est plutôt pas mal comme nouveauté parce que donc à l'époque, on allait jusqu'au fond de vallée, c'était ouah, c'était longuet. Après, on finissait par 7 bandes de plat. Là, ils ont un peu coupé au plus court, mais d'après les échos que j'ai eues, donc moi, j'ai jamais fait, c'était quand même un peu, c'était sauvage, hein. Alors c'était magnifique, mais c'était sauvage. Voilà, pareil, les sentiers sont quasiment pas tracés. J'entendais que des gens avaient peur de glisser. Bon, alors c'est peut-être pas une partie facile, mais l'avantage, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de bandes que de l'autre côté. Et vous plongez directement sur Cogne, qui est donc votre première base vie. Et donc, c'est là où vous commencez à avoir, vous avez la possibilité d'avoir des soins. Parce que là, pareil, ce que j'ai pas évoqué au début entre la différence entre le tort des géants et le tort des glaciers, c'est qu'en termes de soins, vous êtes obligé d'être autonome très longtemps. Donc quelqu'un qui a des ampoules, qui a un pour soigner les ampoules, bah, il a juste les bases vies. Alors qu'au tort des géants, ça peut se faire beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, donc vous arrivez, donc là c'est peut-être un check-up de prévention, peut-être avec les kinés à faire. Voilà, donc c'est un moment important pour vous pour recharger les batteries. Vous partez de Cogne. C'est une montée qui est très raide au début. En fait, dans le village, hein, c'est un mur. Et puis au fur et à mesure, voilà, qui devient de plus en plus facile jusqu'à arriver au refuge Groson, qui est un superbe refuge. Hein, donc un aller-retour à faire au refuge, c'est obligatoire. Vous mangez super bien. Voilà, super stop. Vous redescendez du refuge, vous reprenez le sentier. Alors souvent le gardien du refuge vous dit, ah ouais, mais passez par là, il y a un chemin qui coupe. Bon, il y en a quand même déjà pas mal qui sont paumés. Moi, je conseille de reprendre la trace, c'est plus simple. Et vous reprenez cette vallée des Imerlins qui est fantastique, qui est pas difficile, c'est pas raide. C'est vraiment une partie très agréable qui vous emmène jusqu'au Passo del Livernieux. Et voilà, ensuite vous avez une descente, pareil, qui est pas difficile et vous arrivez en fait à proximité de la fenêtre de Champorcher, hein, à côté du refuge de Misérine. Donc vous passez, pardon, la fenêtre de Champorcher que vous connaissez au Tour des Géants, et puis après là, vous êtes sur le parcours du Tour, passé refuge Misérine, qui est donc un ravitaillement, à l'inverse de Dondena, qui n'en est pas un, malgré ce qu'on peut penser sur le plan. Donc à Dondena, il ne vous donne pas à manger, il faut bien tout prendre à Misérine. Donc là, il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas le zapper en se disant je vais tout faire à Dondena. Donc il faut bien tout faire à Misérine. Et ensuite, donc vous allez jusqu'à Dondena. Euh, donc, euh, donc je vois sur le plan qu'ils ont remodifié. Donc ça veut dire que c'est plus sur le parcours du Thor. Donc là, il faudra suivre la trajectoire pays, ce qui vous emmène au refuge Dondena. Euh, Ensuite, vous rejoignez le parcours du Thor et vous arrivez jusqu'à Champorcher. Et là, vous avez une bretelle à surtout pas louper, hein. Il y en a beaucoup qui continuent tout droit sans faire gaffe. Donc là, il faut être très attentif pour pas louper cet embranchement qui vous emmène donc au col de Fricola, qui est une gageure, je trouve. Je trouve ce col vraiment difficile sur la partie finale, aussi bien en montée qu'en descente. Je trouve même plus difficile en descente. Si vous le faites de nuit, l'orientation, vous êtes peut-être obligé de regarder sans arrêt de gauche à droite. Si vous faites en plein jour, pas de souci, c'est limpide. Et le début de la descente, ouais, qui est très raide, des cailloux qui tiennent pas. Voilà, je trouve cette descente un peu difficile. Euh, voilà, donc.
On est au col Fricola, donc descente. Sur la fin de la descente, ça devient facile par contre. Descente que je trouve quand même toujours très longue. Euh, et on remonte vers le dortoir Retempio. Donc là, c'est très raide. Là, cette remontée, là, c'est waouh. C'est vraiment très raide. Vous arrivez au dortoir. Et là, ouais, c'est un endroit particulier. Particulier. Ouais. Donc, c'est un des rares endroits où d'ailleurs ils ne parlent pas français parce que c'est les gens du Piémont qui tiennent ça, il me semble. Donc voilà, c'est. Alors j'ai déjà tout entendu, hein. Moi, perso, j'ai pas des super expériences de bouffe, notamment. J'ai pas trop aimé, mais certains ont été, voilà, ont adoré. Voilà, bon, ça dépend un peu des personnes, mais c'est un endroit un peu mystique. Vous avez des lits qui sont à côté, donc vous pouvez aussi dormir, ça peut bien se faire, à condition qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle, hein. Mais voilà, c'est un accueil bien personnalisé. Vous sortez du dortoir et Tempio, là, faut pas louper la trace, hein. Beaucoup qui se perdent aussi un peu. Alors, on se perd jamais beaucoup, hein. On fait 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, on cherche sa trace. Mais voilà, faut être vigilant et pas de difficulté notoire jusqu'au col Pousseuil. Descendre du col Pousseuil, c'est un peu merdique. Voilà, vous arrivez jusqu'à un plateau, ça remonte quand même bien. Et vous arrivez très rapidement au refuge Alpes Bonze. Super accueil, génial. Voilà. Là, c'est vraiment top. Ils mettent déjà l'ambiance déjà avant que vous arriviez. Voilà, super endroit. Puis vous attaquez donc la descente finale vers Donas. Alors, une descente voilà, qui est quand même un peu technique au début, mais voilà, pas plus difficile que ça, j'ai envie de dire. Et vous arrivez par contre directement sur Denas. Euh, et vous retournez sur le parcours du Thor et vous arrivez à la deuxième base vie. Voilà, à Denas, pareil, même chose qu'à Cogne. Voilà, vous avez le petit stop à faire. Pensez au médical. Et c'est reparti. Donc, c'est reparti. Là, vous ne reprenez pas. Là, il ne faut pas se faire avoir. Vous n'allez pas continuer dans la ville. Il faut bien suivre la trace ou vous coupez directement sur le parcours. Et vous rejoignez le parcours du Thor à Perlot. Donc, c'est un raccourci, hein, que vous faites par rapport aux gens du Thor. Donc, vous arrivez à Perlot. Et là, vous partez pour une petite partie commune avec le Thor. Donc, voilà, je vais en rajouter. Et vous arrivez à proximité donc euh, du ravitaillement. Alors, pareil, j'ai petit trou de mémoire sur un refuge qui est au Thor, qui n'est pas sur le Thor des Glaciers. Vous pouvez avoir le choix de faire 100 mètres pour le rejoindre. Par contre, c'est pas un ravitaillement. Alors, selon les années, ça a changé. Mais certaines années, ils vous font payer, d'autres années pas. Bon, voilà. En tout cas, il faut avoir des sous sur soi. Par contre, si vous passez en pleine nuit, je pense que du coup, vous pouvez rien consommer si ce n'est remplir vos gourdes. Donc ensuite, vous pouvez redescendre, donc c'est 100 mètres. Donc ça, c'est au choix, hein. Une personne sur deux fait ce stop euh, à cet endroit-là. Et vous remontez, donc parcours différent du Tour des Géants. Une montée qui vous emmène à proximité du, du Piémont. Et c'est une super barrette, hein. Si vous avez la chance de faire de jour, c'est magnifique. Par contre, c'est très long, hein. Jusqu'au refuge Coda, c'est vraiment très longtemps. Mais c'est vraiment splendide. Via Ferrata, très facile, vraiment pas difficile. Et vous arrivez à Coda et vous rejoignez les gens du Thor. À noter que dans tous les ravitaillements que vous avez en commun avec le Thor, vous avez un repas spécial qui est différent du Thor des Géants. Donc quand vous êtes du Thor des Glaciers, vous avez un repas différent. Donc ensuite, je vais plus le détailler parce que forcément, vous avez fait le Thor des Géants si vous voulez faire le Thor des Glaciers. Donc c'est la Grouba. Donc là, ça peut faire du bien. Vous voyez des gens du Thor, vous pouvez courir avec. Donc ça fait du bien au moral d'être avec du monde. Euh, cette partie-là est difficile au Tour des Géants, mais au Tour des Glaciers, elle est pas plus difficile en fait. Et vous réfléchissez pas à votre trace, donc c'est presque une partie, je trouve, qui fait du bien. Alors qu'au Tour des Géants, je la trouve difficile. Donc vous arrivez jusqu'à la Grouba, pareil, ça tout le monde connaît.
Et donc là, vous avez une petite modif. Euh, donc, vous quittez la trace du tort des géants à cet endroit-là et vous tirez à droite. Euh, voilà. Vous n'allez pas jusqu'au sommet, mais voilà, vous avez une trace différente. Alors là, si vous êtes de nuit, il y a des fois des patous là. Voilà. Et c'est une montée qui ressemble beaucoup à celle du Tour des Géants. Pas de différence notoire. Et vous revenez donc sur le parcours du Tour des Géants au niveau du col Lazounet. Donc là, pareil, je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous arrivez à la dernière base vie, Gressonnet. Donc là, dernier stop. Vous pouvez refaire peut-être vos affaires et les massages et ainsi de suite. Et donc ensuite, vous attaquez déjà, je trouve, la partie finale du Tour des Glaciers. Parce que dans la tête, là, c'est la dernière ligne droite, quoi. Même si pour le coup, la dernière ligne droite, ça va pas être fait en un jour. Mais je trouve que mentalement, une fois qu'on passe Gressonnet, c'est quand même important, quoi. Savoir que jusqu'à Gressonnet, les barrières horaires sont plutôt, comment dire, logiques. Vrai que sur la fin, c'est pas forcément le cas. Jusqu'à Gressonnet, elles sont quand même plutôt abordables. Ensuite, vous avez une longue partie plate pour arriver jusqu'à avant Gressonnet, Trinité. Donc ça, c'est une vraie période de récup qui fait du bien. Et vous montez jusqu'au refuge Citène, qui est donc sur les pistes de ski de Gressonnet, Trinité. Refuge Citène, accueil 3 étoiles. Vous mangez au resto, hein. Vous avez le choix de ce que vous voulez manger. C'est incroyable là-bas. Euh, pour dormir, c'est aussi agréable. C'est vraiment un super endroit. Et donc, monter, voilà, pas plus difficile que ça. Donc, refuge Citène est là. Et donc, vous montez sur les pistes de ski. Ça fait presque du bien, je trouve. Et ensuite, vous arrivez au col de Beta Vous allez faire cette traversée jusqu'à la Bétolina. Et là, c'est splendide. Vous voyez le Mont Rose. C'est incroyable comme vue. Euh, Voilà, donc ça c'est vraiment personnellement c'est une de mes parties préférées, et une des plus belles. La descente de Betolina est un peu technique quand même, pas mal de marches là. Euh, et vous arrivez au plan d'Hivera et puis après ça devient carrément roulant. Là vous pouvez même bien courir si vous êtes en forme jusqu'au refuge Frachet. Donc là faites attention, il y a deux refuges, c'est bien Frachet, c'est pas celui qui est au-dessus. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est un chouette repas. Euh, Rien de spécial à noter. La trage GPX tous les ans, elle est un peu fausse ici. Alors, bon, voilà. Elle est fausse. Voilà, faut bien rester sur les sentiers. Il y a un endroit où on hésite toujours un petit peu. Sachez voilà, que la trage GPX est pas terrible là. Quand vous sortez du refuge, en tout cas, elle vous dit d'aller à un endroit, mais quittez pas le sentier, en fait. Restez sur le sentier. Et ensuite, vous avez une montée, pareil, que je trouve assez facile, très régulière. Il n'y a pas de pente trop raide, qui va vous ramener jusque en face de Breuil-Servignat. Donc voilà, donc là, vous arrivez au col, qui est ici, pardon, au-dessus du lago Blue. Donc montée facile. Et puis après, c'est un peu la partie très moche du Tour des Glaciers. Vous êtes sur les pentes de ski. En plus, c'est septembre, donc il y a plein de camions de chantier. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment pas beau. Euh, et c'est interminable. C'est-à-dire qu'au lieu de couper là, vous êtes obligé de remonter. C'est interminable. Si vous faites de nuit, c'est même une ambiance, je trouve, anxiogène. Voilà. Donc, vous êtes obligé de remonter là. Et pour redescendre à l'hôtel Stambeko, où là, heureusement, c'est tout confort. C'est un chouette ravito. Pareil, c'est restaurant. Vous avez le luxe de pouvoir dormir dans des chambres d'hôtel. Donc ça, c'est vraiment, c'est royal ici. Et vous remontez. Vous remontez en face du Cervin. Vous arrivez au refuge des Gliabodi à l'Oriandé. Alors, ils le mettent, mais alors, sachez que c'est pas du tout un ravitaillement. Alors, sauf si vous passez en journée et vous pouvez peut-être prendre des consos, mais c'est juste après l'hôtel Stambeko. Donc, ça, c'est vraiment un endroit qu'on zappe. Et la nuit, de toute façon, c'est fermé. Mais en tout cas, c'est pas du tout un ravitaillement du Tour des Glacés. Et là, vous attaquez donc une traversée qui peut être longue aussi, hein, très longue, mais pas de difficulté majeure. C'est plutôt en faux plat descendant avec des coups de cul, bien sûr. Et vous arrivez au-dessus.
du refuge Barmas que vous connaissez autour des gens. Et là, vous attaquez la montée splendide du refugio Peruca Viermo. Là, c'est exceptionnel. C'est très minéral, euh, mais pas plus difficile que ça, si ce n'est les kilomètres, hein, bien sûr, que vous avez dans les pattes. Ravitaillement, elle fait, elle prépare. Alors, faut pas être pressé, hein, par contre. Donc, il prépare à la demande. Donc, vous demandez des tagliatelles ou ce que vous voulez, bah, elle les prépare et vous êtes servi. Ensuite, c'est ouais, donc un col Valcunera qui est quand même un peu technique dans la montée sans plus parce qu'il y a de toute façon, il y a des cordes, donc ça, pas de souci. Par contre, la descente, je la trouve quand même bien technique quand même. Toujours au début, puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile jusqu'à arriver au refuge Praraillé, qui a aussi un super ravitaillement, vraiment. Rien de spécial à noter. Donc là, voilà, ils vous mettent un peu plus, voilà, ils vous mettent que là, il y a des cordes, que c'est un peu, voilà, qu'il faut faire attention, mais vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de dangereux. Une fois le refuge de Praraillé passé, bah, vous avez là, pareil, du plat, du roulant, hein. Donc, quand je vous disais qu'il y a du très technique, bah là, il y a du très technique. Et tout d'un coup, sur un tour des glaciers, là, vous avez vraiment trois quatre bandes méga, méga roulant. Vous avez même de la route à un moment donné. Et ensuite, vous avez une montée un peu plus raide quand même. Il y a un peu de via ferrata, mais ça dure quand même pas trop longtemps. Et ensuite, vous êtes en balcon. Ça monte, ça monte, ça remonte jusqu'au refuge Crête Sèche. Là, encore une fois, je me répète, mais super ravitaillement, des bonnes chambres pour dormir. Et là, c'est important de faire un bon step. Alors, selon les années. Donc là, on est là, refuge Crête Sèche. Euh, Si les conditions sont compliquées, vous enlève le Mont-Gelé, hein, qui est quand même pour moi le plus gros chantier du Tour des Glaciers. Euh, donc malheureusement, heureusement une année, j'ai eu la chance quand même de faire le Mont-Gelé. Il faut savoir que alors ça, c'est peut-être personnel, mais je préfère faire le Mont-Gelé tout en sachant qu'il est très difficile que de faire la variante. Parce que la variante, quand ils vous enclenchent la variante, vous avez une rallonge de 15 bornes qui vous ramène et qui est pas belle, qui est sur de la route, et remontez, ou vous redescendez à Oyas et vous remontez à Brison que vous connaissez. Et c'est interminable. Il faut vraiment espérer faire le Mont-Gelé malgré la difficulté du Mont-Gelé, parce que ça reste en guillemets un raccourci. Et même en temps, vous mettez beaucoup moins de temps. Et donc voilà. Mais avant de faire le Mont-Gelé, je pense qu'un petit stop ici est important parce que la descente du Mont-Gelé demande quand même beaucoup d'attention. Hein, faut pas se perdre, surtout si vous faites de nuit. Faut quand même très attentif à ce Mont-Gelé. Donc la montée est pas plus difficile que ça, mais enfin, ça monte, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment la descente qui est très compliquée. D'ailleurs, elle était cette année aussi sur la PTL. Donc c'est un petit chantier, ça. Ça, c'est vraiment un petit chantier. Il y a des cairns, il faut bien regarder les cairns. La trajet PX, c'est pas toujours bonne, je trouve. Voilà, ouais, faut vraiment prendre son temps. Vous arrivez jusqu'au bivouac Rigondi. Donc quand vous arrivez au bivouac, hein, c'est bon, j'ai envie de dire, vous êtes sauvés. Et, et vous allez arriver, bah, c'est nouveau tout le paradoxe du Tour des Glaciers, c'est-à-dire que euh, vous avez passé donc le mont Gelé qui est extrême en termes de difficulté. Et tout d'un coup, vous allez arriver ici sur un chemin carrossable, mais vraiment très facile. Ça se court du début à la fin. Vraiment, du début à la fin. Et vous arrivez à Champillon, que vous connaissez bien du Tour des Géants, qui est par contre, pour le coup, la barrière horaire qui est très compliquée. C'est-à-dire que vous pouvez passer la barrière horaire, la dernière, c'est Gressonnet très facilement, ou l'hôtel Stamboeco très facilement et pourtant un champion, tout se resserre. Ils l'ont jamais modifié, mais voilà, il faut le savoir. C'est que si vous avez seulement une demi-heure d'avance à Gressonnet, il va falloir vraiment mettre de la vitesse. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, il faut vraiment arriver avec un petit. L'idéal, c'est d'arriver avec un matelas d'avance au niveau de Gressonnet, de Donas et tout ça, parce que ça se resserre vraiment fortement euh, à Champion. Donc ça, c'est vraiment l'endroit difficile en termes de barrière horaire. Donc voilà, vous avez de la tartiflette. Souvent, c'est de la tartiflette, c'est top. Super accueil, comme autour des géants. Et donc là, partez de Champillon. Et c'est partie commune autour. Donc là, ça fait de nouveau du bien de voir du monde, la partie roulante que vous connaissez. Et là, par contre, il ne faudra pas se tromper. C'est qu'à un moment donné, bah, vous remontez. Il ne faudra pas suivre le balisage à un moment donné. Donc il faut bien remonter.
Une montée qu'ils ont changé, fort heureusement. Avant, c'était un endroit très dangereux, le Barasson. Enfin, surtout quand vous faisiez en mauvaises conditions. Et là, ils ont pris le chemin le Napoléon, qui est un chemin vraiment facile, facile, facile. C'est un faux plat montant qui est très long, mais un faux plat montant. Donc, c'est vraiment très facile. Par contre, ici, le dernier coup de cul, c'est un radar de fou. Pour arriver à l'hôtel Italia, là, ouah, compliqué. À l'hôtel Italia, il peut y avoir des conditions C'est un endroit vraiment, cet endroit connu pour les mauvaises conditions, hein. Donc voilà. Là, ça peut être. Mais vous êtes accueillis parfaitement à l'hôtel Italia. Il y a de la pizza, c'est incroyable. Super accueil, vous pouvez bien dormir. Donc ça, c'est vraiment le dernier step hein, avant l'arrivée. Important de refaire ses batteries. Et donc, vous quittez l'hôtel Italia. C'est des petites bosses. Voilà, il y a deux cols. Le col de Saint-Rémy et le col. J'avoue, je ne sais plus le nom. Mais c'est des cols qui sont très courts. Et vous arrivez par le dessus de, sur Frassati. C'est-à-dire qu'autant des gens, vous venez de là. Et là, vous venez de dessus. Donc, c'est une petite descente et vous arrivez à Frassati. Et là, ça sent bon l'arrivée. Donc, vous arrivez à Frassati, c'est le dernier stop. Euh, Vous repartez faire Malatra et continuez. Par contre, de nouveau, pareil, vous aurez donc à cet endroit-là une différence de parcours, c'est-à-dire que vous allez monter au col Sapin et vous allez faire la Testa Bernarda, là, qui est pareil, hein, très très raide, très raide et qui en fin de course, ça fait quand même bien mal, mais ensuite vous avez tout le balcon, hein, si vous faites 2 jours, c'est fantastique. Tout le balcon qui est magnifique jusqu'à Bertorne. Dernier ravito, et vous filez à l'arrivée du Thor des Glaciers. Voilà, c'est une belle épreuve de passer. C'est une épreuve fantastique. J'espère que vous avez pu glaner quelques informations euh, qui vont vous être utiles dans cette belle aventure. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.